Bonjour Yumna, bonjour à tous. C'est notre invité ce matin, Mansour Kamardine, député de Mayotte. Bonjour Mansour Kamardine. Bonjour. Alors, on vous a beaucoup entendu ces derniers temps, notamment sur la gestion de la crise sanitaire ici à Mayotte. Récemment, on a reçu ces 30 000 doses de vaccins, vaccins contre la Covid-19. Une des choses que vous réclamiez pour Mayotte, mais les centres de vaccination ne sont pas forcément très fréquentés en ce moment. Est-ce que c'est un problème de campagne de vaccination du coup ? C'est un problème toujours de quantité disponible de vaccins. Bien qu'il ait été décidé de doter Mayotte de 30 000 doses de vaccins, il y a des gens qui souhaitent se faire vacciner, mais qui ne le peuvent pas. D'autres qu'on souhaite vacciner, mais qui ne viennent pas. Donc il y a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande, diraient les économistes. Moi, je pense que il faudra très rapidement, compte tenu de la vague, qui est d'une hauteur de, 50 mètres, qu'on puisse dire qu'on vaccine tous ceux qui le souhaitent. Ça permettra de vacciner le maximum de monde, de pouvoir atteindre le plus rapidement possible le taux qui permet d'arrêter la circulation du virus. Parce que apparemment, quand on atteindra 50-60% de personnes immunisées, on pourra freiner la circulation du vaccin. Voilà ce qu'il y a lieu de faire. Vous avez des gens de entre 35, 40 ans, 50 ans qui veulent se faire vacciner, mais qui ne peuvent pas. Parce qu'on dit on vaccine seulement en priorité ceux qui sont au-dessus de 50 ans. De manière générale, la gestion de cette crise sanitaire interrogeait beaucoup. Il y a eu la difficulté de la mise en place, de faire respecter le couvre-feu, du confinement. Et puis récemment, la distribution des bons alimentaires était devenue un débat politique entre les maires et le préfet. Vous étiez, vous, sur la même position que les maires. On a appris que l'État a finalement changé sa position sur le fait de pouvoir octroyer quand même des bons alimentaires aux personnes qui sont déjà, qui ont déjà des aides de droit commun. Là était vraiment le problème, c'était est-ce qu'il fallait aider à travers ces bons alimentaires, encore des personnes qui bénéficient déjà de l'aide du droit commun. Permettez-moi d'abord je crois, saluer l'attitude des maires de se trouver groupés. 15 sur 17, oui. Mais ils sont groupés. Vous, les journalistes, vous voyez toujours les trains qui sont en retard. Moi, je vois les trains qui arrivent à l'heure et qui sont nombreux. Donc, les maires, globalement, ont décidé de ne pas participer à ce qu'ils appellent, à très juste raison, une espèce de mascarade d'exclusion des Français de Mayotte à l'aide, notamment à travers les bons alimentaires. Donc, quand les maires se sont mobilisés, ils ont su parler d'une seule voix, eh bien, l'État les a écoutés, le gouvernement les a écoutés. Je crois que nous partons à partir de cette décision d'une espèce de fondation ou de refondation des relations entre l'État et les élus de Mayotte et la population de Mayotte. Il faut savoir aussi, deuxième chose, qu'on décide de ne pas améliorer l'aide sociale à Mayotte pour lutter contre l'immigration clandestine. Et l'État, moi j'ai participé, j'ai donné mon avis favorable à l'idée d'aider tout le monde parce que nous avons une part d'humanité en nous et que nous ne pouvons pas laisser les gens mourir de faim, mais on ne peut pas aider les autres à l'exclusion des Français de Mayotte. La politique sociale d'urgence de l'État en France, de l'État français, pendant ces 30-40 dernières années, a toujours été au profit des étrangers et contre les Français. C'est ce que les Mahorais, notamment à travers leurs élus, ont refusé en disant « nous souhaitons que les Mahorais soient aussi aidés ». Troisième observation, vous savez que le seuil de pauvreté en France est fixé aux alentours de 1 000 euros. Le RSA en métropole est fixé aux alentours de 600 euros. À Mayotte, le RSA est plafonné à 230, 240 euros. On vient dire à tous les Mahorais qui sont éligibles au RSA de ne pas y avoir accès.
C'est insupportable. Est-ce qu'à 230 euros, quel est le préfet, quel est le fonctionnaire de l'ARS, je ne sais où, qui survivrait à Mayotte avec 230 euros? Donc, il fallait arrêter cette mascarade. Et c'est cette volonté des maires qui a prévalu et je m'en réjouis. Je me réjouis surtout que le gouvernement ait entendu cette crise. Il faudra maintenant aller plus loin dans les revendications, faire en sorte que très rapidement, Mayotte soit dotée de moyens, notamment des RSA, de même niveau que ce qui existe un peu partout sur le territoire national. Alors, Monsieur Kamardine, vous avez parlé d'une nouvelle relation, maintenant fondation peut-être, entre le préfet, les élus et la population d'une manière générale. Est-ce que cela veut dire que vous allez profiter de cette situation pour que le combat politique sur l'égalité sociale, que vous demandez, que vous appelez de vos voeux depuis de nombreuses années, soit reposé? Ma deuxième question est de savoir, est-ce que franchement, c'est le moment de politiser ce débat? Je ne sais pas si le débat il est politisé. C'est peut-être vous qui cherchez à le politiser en cherchant, en identifiant des élus qui ont signé, d'autres qui ne l'ont pas signé. Je crois c'est un combat simplement d'égalité, de justice sociale qu'il faut mener. Est-ce qu'il faut en profiter? Je crois qu'il ne faut jamais chercher à profiter parce que ce n'est pas une bonne chose. Ce qu'il faut, c'est poursuivre la bataille en faveur de l'égalité sociale. Ce faisant, qu'est-ce que nous faisons? Nous reprenons simplement les promesses qui ont été faites par des plus hautes autorités de l'État. Souvenez-nous, pendant plusieurs déclarations, à l'occasion de plusieurs déclarations, l'ancienne ministre de l'Outre-mer nous a promis des évolutions, notamment à compter de décembre déjà, il y a un an. Les révolutions ne sont pas là, donc il faut continuer. Moi, je crois simplement que les maires qui sont en première ligne de ces combats sur des mesures d'urgence, des mesures sociales d'urgence, ont un mot à dire qui n'est pas politique, mais quand on a un cœur, on ne peut pas accepter de laisser des gens dans des situations sociales dramatiques. Et donc, moi, si je puis me permettre, c'est d'inviter les maires, partout dans les 17 conseils municipaux, de proposer des délibérations à leurs conseils municipaux pour que chaque conseil municipal dise au gouvernement que nous ne supportons plus cette espèce d'exclusion qui ne dit pas son nom, d'autant que ces exclusions sont souvent fondées, ils ne sont jamais écrits nulle part, ou en tout cas on ne le dit pas, mais sont fondées sur le principe, dans l'idée selon laquelle ça constituerait un appel d'air, notamment à l'immigration clandestine. Or, ces personnes-là ne sont pas éligibles à ces mesures-là. Mais tout simplement, il y a une volonté d'une politique qui a été dessinée depuis très longtemps, qui consistait à canaliser le développement économique et social de Mayotte pour ne pas créer un écart entre Mayotte et les Comores. Et ça c'est de la politique. Et ça, les élus de Mayotte ne le supportent pas et ne l'acceptent pas, comme l'ensemble de la population de Mayotte. Et donc, il faudra sans doute, au niveau des conseils municipaux, au niveau du conseil départemental, au niveau des parlementaires et des grands élus, si tant est il y avait des grands, qu'on puisse dire, tous ensemble, tous en cœur, que nous ne sommes pas d'accord avec cette politique-là. Alors, une partie de la population réunionnaise et même des élus s'agacent de voir des patients mahorais vassaner dans leurs hôpitaux. Même l'ancienne ministre des Outre-mer, Erika Barretch, a donné son avis. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je ne vais pas commenter ce que disent les élus réunionnais. J'observe tout simplement que cette situation n'a pas été une situation voulue par les Mahorais. C'est une situation qui est imposée aux Mahorais, malgré eux, en raison du déficit des infrastructures hospitalières à Mayotte. On nous aurait construit notre CHU, un centre hospitalier universitaire ou un centre hospitalier régional, avec les moyens qui conviennent, aucun Mahorais n'accepterait d'aller là-bas. Il faut savoir que nos compatriotes qui sont évassanés sur la Réunion sont en grande difficulté quand ils meurent, et les familles avec. Quand ils sont là-bas, ils n'ont personne, ils n'ont pas de visite. Quand ils décèdent, ils ne sont pas renvoyés. Une fois qu'ils sont sortis de l'hôpital, il faut trouver. C'est toutes des situations que ne veulent pas, qui n'ont pas été recherchées par les Mahorais.
Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'à travers cette crise qui a montré les limites de notre dispositif d'infrastructure hospitalière, c'est qu'effectivement, alors que nous avons une promesse que nous a fait le président de la République quand il est passé de la construction d'un deuxième centre hospitalier, que nous mettions toute notre énergie à nous mobiliser là encore, les élus locaux, les élus nationaux, tout le monde, pour que nous obtenions très rapidement la construction de cet établissement. Il est inacceptable que voilà, un peu plus d'un an et demi, que le président de la République est passé ici et que nous ne savons même pas où se trouve cet centre hospitalier. Enfin, le conseil départemental a joué sa partition, c'est-à-dire les Mahorais, puisqu'ils ont donné gratuitement un terrain à Kombani, à l'ARS, pour construire. Qu'est-ce qui empêche de construire? Parce que tout simplement, on parle, on fait des discours. Ça, c'est de la politique. En disant, on va vous construire un deuxième centre hospitalier, mais on ne met pas le budget. On a besoin de quelques 350 millions d'euros pour construire. Je demande au gouvernement de prendre les initiatives qui se conviennent pour inscrire dans le budget de l'État la construction de cet hôpital, la dotation de ces 350 millions d'euros, pour que les choses aillent plus vite, de telle manière que si demain, parce qu'on n'est pas à l'abri d'autres pandémies, espérons que celle-ci soit en pente descendante, mais on n'est pas à l'abri d'autres vagues et d'autres machins, qu'on puisse, à l'avenir, se voir doté de véritables infrastructures hospitalières. Mansour Kamardine, les élections départementales et régionales vont se tenir au mois de juin prochain. Vous parlez tout à l'heure des rôles des élus de Mayotte sur l'avenir, le développement de Mayotte. Est-ce que vous allez vous présenter, comme le laissent entendre quelques rumeurs sur cela? Vous savez, moi, comment vous expliquer ça? Quand on a une crise telle que nous la connaissons, une crise sans précédent, une crise qui déracine tout, qui détruit tout au passage, est-ce qu'on a vraiment le temps de se poser la question des élections à venir? Agissons. Aujourd'hui, je suis député. Je suis là, je suis venu vous parler des préoccupations des Mahorais, de l'ensemble des Mahorais. Pas d'un canton, d'un quartier, ainsi de suite. Les choses viendront en leur temps. Moi, ce que je dis, que je répète depuis 3 ans, pendant 40 ans, l'État nous a dit ce qui était bon pour nous. Il a dit aux Mahorais, voilà ce qui est bon pour vous. Et nous avons gobé tout ce on nous disait qui était bon pour nous. Je considère qu'il est venu le temps, face au mur auquel nous sommes confrontés, nous sommes aujourd'hui dos au mur, que l'État accepte enfin d'écouter les Mahorais pour que les Mahorais disent ce qui est bon pour eux. Et juste un mot, et à travers la révolte ou la rébellion des maires, les maires ont dit ce qui était bon pour Mayotte. L'État les a accompagnés, c'est ce mouvement-là qu'il faut amplifier. Après viendra le temps des élections, je crois qu'on a encore le temps. Monsieur Kamardine, puisque vous avez parlé de quartier, juste en 30 secondes, vous avez entendu Emmanuel, ce qui se passe au quartier de la Jamaïque à Kungu. Quelle est votre opinion en tant que député, votre opinion en tant que juriste sur ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce qui se passe là-bas, c'est très simple. Les gens de ce quartier ont appris qu'il va y avoir une opération de logement d'un certain nombre de gens qui sont dans des situations de précarité ou en tout état de cause qui ne devaient pas être là. Et en représailles par anticipation, ils ont décidé d'aller attaquer des gens qui vivent régulièrement dans leur maison, et ainsi de suite. C'est des actes graves, innommables, qu'il faut condamner avec toute la force. Ce que je demande, moi, au gouvernement, c'est de ne pas reculer. De ne pas reculer face à ces situations. Nous serons amenés dans les semaines, les mois et les années à venir à aller à la reconquête des territoires perdus. Il est inacceptable qu'il y ait des gens qui viennent s'installer sur votre propriété privée, sur la propriété du conseil départemental, sur la propriété de l'État, ainsi de suite. Donc il faut, jour après jour, action après action, aller à la reconquête de ces espaces. Et donc moi je souhaite
que ce soit à Kungu, à Sada ou ailleurs, que l'État soit ferme et qu'il aille à la reconquête de ces espaces. Merci, Monsou Kamardine, d'avoir été l'invité de Zakweli.